qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogačar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, nous casser. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Buongiorno a tutti e benvenuti et le nouveau vélo podcast. Bon, on va le faire en français, ça va être mieux. Ce podcast spécial présentation du Tour d'Italie, Giro d'Italia qui débute dans quelques jours et avec moi forcément mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Buongiorno François-Pierre. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, j'ai passé une semaine en Italie, magnifique. Je me tente à parler italien, mais pas trop non plus. Bon, ça va? Tout va bien, tout va très bien. Prêt pour ce Giro après des Ardennaises coussi coussa, mais en tout cas, on va avoir un beau Giro, ça c'est sûr, vu le parcours. Tiens, rapidement, t'en as pensé quoi, toi? Parce qu'on t'a pas eu depuis Paris-Roubaix. Depuis, il y a Pogačar qui a écrasé notamment ces Ardennaises avec ses attaques assis à Liège et à Flèche Wallonne. D'ailleurs, ça fait discuter un petit peu quand même sur YouTube, hein, quand on a mis le podcast sur YouTube. T'en penses quoi, toi? Non, après sur Pogačar, je m'interroge comme tout le monde, mais c'est de toute façon, je change pas de discours depuis le début qu'on fait ce podcast. Hein. Tant que c'est pas prouvé, il y a rien à dire. Je veux dire, voilà, tant que les faits sont pas là, écoute, c'est compliqué à juger. Toujours est-il qu'il a atomisé la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Il y avait rien à faire. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire face à un tel monstre? Enfin, je pense à la Flèche avec Kevin Vauquelin qui fait peut-être la course parfaite, une montée parfaite. Malheureusement, voilà, il tombe sur Pogačar qui est énorme. Il y a trop de superlatifs, tu peux rien dire. Et puis rapidement sur l'Amstel, Pogačar s'est fait un peu avoir et je pense que Paris-Roubaix a dû quand même pas mal jouer dans ses jambes au niveau tactique. Et puis je pense effectivement que le fait que Julien Alaphilippe lâche si tôt à l'Amstel, ça l'a pas aidé. Bref, on s'était pas trompé pour dire que Pogačar était la clé dans tout ça et ça l'a été, mais Schelmoser remporte quand même une belle classique à l'Amstel en tout cas. T'étais sur le Tour de Romandie au fait, le Tour de Romandie qui était la semaine dernière. Bon alors, tes impressions? On a vu Lenny Martinez jouer la victoire face à Joao Almeida, finalement craquer dans le contre-la-montre finale. Ça t'a donné quoi comme impression, toi, vue de Suisse? Écoute, vue de Suisse, alors j'étais que sur l'étape de Fribourg pour le travail. Alors à cause du travail aussi, j'ai pas pu aller aux autres étapes. Mais l'année prochaine, d'ailleurs, sachez que dans le canton de Fribourg, il y aura toutes les grosses étapes. Donc n'hésitez pas à venir. Je fais la promo. Je vais faire la promo pour le canton de Fribourg. Bref, non, tout ça pour dire que c'était un Tour de Romandie assez classique. J'étais un poil déçu dans le scénario à chaque fois. Alors certes, il y a les coups du kilomètre, c'est joli à voir. J'étais un peu déçu des gros, Remco Evenepoel notamment, qui on sent n'est pas à 100%. J'étais bluffé par Lenny Martinez en revanche sur la gestion de sa montée à Thion 2000, où il a vraiment fait vraiment une très belle tactique face à Joao Almeida. Et ils étaient quand même deux UAE, Jevine et Almeida, et quand tu te dis qu'ils sont à deux, vu le potentiel des deux, et qu'ils n'arrivent pas à battre Lenny Martinez, c'est vraiment qu'il y a eu un problème de leur côté. Et puis sur le chrono, face à Almeida, Lenny Martinez n'avait aucune chance, ça on le savait, il y avait peut-être 1% de chance et encore, il fallait peut-être une chute d'Almeida dans le chrono, mais Martinez fait un très joli chrono malgré tout, donc je suis hyper optimiste pour lui, je trouve qu'il a vraiment pris une grosse dimension chez Bahreïn, et puis voilà, c'était un Tour de Romandie, j'ai envie de dire classique, sympa, mais j'ai pas été subjugué par ce Tour de Romandie parce qu'il manquait de tête d'affiche chez les sprinters peut-être, ça, ouais, je sais pas. Et puis même côté suisse aussi, ici, ils ont été assez déçus. Il faut dire que Tudor a mis un peu l'équipe B, donc c'était aussi, il y a eu un petit débat là-dessus, pourquoi, etc. Donc voilà. Alors, on met pas l'équipe B quand on met Mathis Rondel quand même pour le général. Mais encore une fois, tout le respect que j'ai pour Mathis Rondel et voilà, et il faut savoir à quel point j'aime ce coureur aussi, vu ce qu'il propose depuis 2 ans. C'est pas que j'ai l'équipe B dans le sens, tu vois, Alaphilippe, Hirschi n'était pas présent, ça manquait beaucoup de gros coureurs de chez Tudor. Alors après, Mathis Rondel fait une 9e place admirable et je pense qu'il faut le suivre et on le dit depuis depuis quelques mois maintenant sur Vélo Podcast. Mais quand je dis l'équipe B, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste les jeunes ou les coureurs qui n'ont pas confirmé. C'est pas honteux de dire que Hirschi c'est un coureur de l'équipe A, quoi, ou Alaphilippe par exemple. Oui, même si Hirschi est passé totalement à côté de ses Ardennaises, c'était un four total. En tout cas, le salaire, je pense qu'il est de l'équipe A, quoi. Oui, ça c'est sûr et certain. Après Tour de Romandie qui a été rendu intéressant pour nous Français par Alex Baudin qui a porté
le maillot de leader, et puis par Lenny Martinez qui a joué la victoire finale. Et quand on voit ses capacités en contre-la-montre aussi, il confirme ce qu'il nous montre depuis son passage chez les professionnels. C'est quand même très intéressant pour la suite. Et peut-être, alors on disait ça de Bardet et Pinot à l'époque, peut-être que le successeur de Christophe Moreau dans les vainqueurs de course par étape en France, peut-être que ça va être Lenny Martinez. Donc à voir. Bon, voilà, FP avec la petite info aussi de ces dernières heures. Là, on enregistre ce podcast. C'est que Caleb Ewan prend sa retraite à FI Media alors qu'il avait retrouvé un contrat tard dans la saison chez Ineos. Allez, en 10 secondes, surprise de le voir prendre sa retraite à FI Media là, début mai. Ah oui, surprise, surtout qu'il avait gagné une étape il n'y a pas longtemps au Tour de Catalogne avec Ineos, donc, et puis il avait retrouvé un contrat. Enfin, ouais, je suis assez surpris. Alors, on sait que c'était un coureur très difficile à gérer, humainement pas simple dans une équipe. Il a eu beaucoup d'inconstance dans sa carrière. Ça restera un des meilleurs sprinteurs du peloton à son prime, comme on aime dire aujourd'hui. Donc voilà, mais ouais, c'est dommage pour lui, sachant que je pense qu'il aurait pu faire une belle petite saison, mais il doit y avoir ses raisons, et puis on respecte cela. Voilà, exactement. Pas simple de reprendre, je pense. Allez, passons au Tour d'Italie, donc qui débute ce samedi, ce week-end, en Albanie. Et oui, parce que ça commence en Albanie pour ce Tour d'Italie avec un départ, alors officiellement de Durrës, si je prononce bien. Et on va avoir, alors ça commence même vendredi. C'est même vendredi que ça commence et non samedi, avec 3 premiers jours en Albanie autour de Tirana, où il y aura d'ailleurs le premier contre-la-montre de ce Giro dès la deuxième étape, un contre-la-montre de 14 km avec une petite bosse à mi-parcours. Pour vous faire rapide cette présentation du Giro, on va avoir donc 3 jours en Albanie, une première semaine, on va revenir dès la fin du premier week-end, on va avoir une première journée de repos le lundi après donc les 3 premiers jours en Albanie pour commencer le mardi la remontée de l'Italie. On va avoir donc la première étape vers Lecce, ensuite on va remonter vers Naples, Sienne avec une première semaine de baroudeur. Vendredi une arrivée au sommet moyenne montagne à Tagliacozzo, attention, avec aussi une étape des chemins blancs dimanche vers Sienne. Donc on connaît un petit peu les chemins blancs vers Sienne, la patrie des Strade Bianche. Deuxième étape de repos, ensuite le lundi de la deuxième semaine, et on commencera direct avec un contre-la-montre vers Pise, contre-la-montre de 29 km, deuxième semaine où on aura quand même des étapes pour Puncher jusqu'à Asiaggio au nord, au nord-est près de Venise, avec attention aussi le Monte Grappa le dimanche, et la troisième semaine avec là aussi on aura à chaque fois une journée de repos avec une troisième semaine où il y aura le seul hors catégorie du Giro, oui, le samedi, la veille de l'arrivée à Rome, avec le Colle dei Finestré qu'on connaît bien, le seul passage à 2000 mètres d'altitude avec l'arrivée à Sestriere en suivant 2 arrivées au sommet, sprint à Rome le dimanche. Mais attention avec l'enchaînement Tonale Mortirolo le mercredi et 3 premières catégories le mardi et le vendredi. FP, j'ai essayé de résumer un petit peu le parcours de ce Giro. On revient sur du classique, j'ai envie de te dire. Oui, sur du classique. Et puis, ça reste un Giro assez équilibré. Je l'aime beaucoup. Après, je trouve ça un peu à l'ancienne, effectivement. Tu as raison, dans le sens où on a un peu toute la montagne la dernière semaine. Ça nous rappelle des bons souvenirs d'anciens Tours d'Italie. Mais oui, c'est un tour qu'il ne faudra pas négliger. C'est-à-dire qu'il faudra toujours être au taquet pour les leaders, parce que tu as beaucoup d'étapes où tu peux perdre des secondes, en tout cas même des minutes, je pense, si tu es mal placé. Donc non, vraiment un beau Giro équilibré. Moi, j'aime beaucoup la première semaine, notamment. Je la trouve très très bien. Et je suis impatient de voir ça. La deuxième, elle est aussi correcte. Et puis la troisième semaine, c'est la pas ratée, évidemment, où je pense que le Giro se disputera à cet endroit-là. Moi, ça me manque de haute montagne. Il n'y a pas assez de passages à plus de 2000 mètres. On sait qu'en Italie, on peut le faire. Moi, franchement, le Dolomites notamment, on peut. Mais là, il y a un seul passage, une seule étape à plus de 2000 mètres. Ouais, mais c'est bien de varier, je trouve. Enfin, évidemment qu'on attend ça, mais parfois aussi, il faut aussi adapter à tout genre de coureur. Et moi, je trouve que là, il est assez équilibré. Et puis, il y a de la montagne, attention. C'est pas non plus, tu vas pas à plus de 2000, mais tu as quand même de la montagne. Donc, faut pas non plus négliger ça. Je parlais de l'enchaînement Tonale Mortirolo. C'est costaud aussi. Mais... Voilà, c'est ça. Donc, non, faut pas négliger. Moi, je trouve qu'il est équilibré. Et j'aime beaucoup ce Giro. Franchement, il est bien construit. Et voilà, vraiment, j'espère que les coureurs vont en tout cas bien le prendre. Et puis, nous offrir un beau spectacle.
spectacle. Bon, comme on dit, ce sont les coureurs qui font la course. On va détailler un petit peu nos favoris pour ce Giro d'Italia, FP. Bon, on en a l'habitude, 3, 2, 1 étoile. On va regarder tout ça. Bon, déjà, est-ce que si on classe dans les favoris 3 étoiles favoris, vraiment, à la victoire finale, Primož Roglič, Juan Ayuso, est-ce que c'est le duel auquel on aura droit pendant ces 3 semaines ? Oui, je pense. Après, moi, j'aurais rajouté quand même en 2 étoiles et demie peut-être Mikel Landa, que j'aime beaucoup voilà, depuis quelques années. Après, voir comment il se débrouille. Mais ouais, c'est ces deux-là qui sortent du lot, en tout cas, depuis le début de saison. Ouais, il n'y a pas trop de grand-chose à dire. Après, il y a Ciccone, c'est toujours pareil. En fait, ça dépend de la forme des coureurs. Mais un Ciccone ou Landa, je trouve qu'à leur meilleur, peuvent aller titiller un Roglič ou Ayuso. Parce que chacun a ses défauts, en fait. Roglič, c'est toujours pareil. Tu vois, c'est toujours sur son vélo, une chute, et puis, ou bien même, en tout cas, un moment de méforme, il a déjà eu sur des grands tours, sauf la Vuelta. Mais donc, c'est ça aussi. C'est un quadruple vainqueur de la Vuelta, quand même. Ouais, tout à fait. Sur la Vuelta, il est imbattable. Après, sur les autres grands tours, il a toujours eu des petites difficultés. Pour Ayuso, c'est pareil. Ayuso, on attend la révélation, dans le sens sur un grand tour où il peut gagner un grand tour. Moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Maintenant, à voir à quel point autour de lui l'équipe UAE va aussi bien se former, parce que aussi c'est un jeune coureur, faut pas oublier. Donc, alors on l'attend depuis un moment, Juan Ayuso, faut le dire. Il est entouré quand même de Del Toro, Arrieta, Jay Vine, McNulty notamment, Adam Yates également. Donc faire sa place à ces coureurs-là, ça va être intéressant. Et puis à quel point il porte cette équipe, aussi la pression de porter l'équipe UAE, parce que je pense que ça ne va pas être simple non plus. Et puis après, c'est pour ça que je mettais Mikel Landa et Ciccone, parce que c'est des coureurs qui au meilleur de leur forme, et puis je trouve qu'ils ont le beau rôle, quoi. Ils sont pas en tête d'affiche, ils sont juste derrière. C'est vraiment les coureurs à se méfier, et je serais pas surpris qu'un des deux en tout cas fasse 1 ou 2 en tout cas sur ce Giro. Alors moi je les ai placés derrière en 2 étoiles, Ciccone et Landa, alors on en parlera après, mais c'est ma petite cote aussi avec Tim Arensman, que j'attends aussi de le voir passer un palier, lui qui est toujours à cette limite du top 5. Mais pourquoi j'ai mis Roglič et Ayuso en 3 étoiles ? Parce que Primož Roglič a déjà remporté le Tour d'Italie, a déjà remporté 4 fois le Tour d'Espagne, et qu'il a l'expérience de la gestion des 3 semaines. Et aussi, il a une équipe de dingue autour de lui. Il a Jenny Hindley, ancien vainqueur du Tour d'Italie, Daniel Felipe Martinez. Il faut quand même rappeler que l'année dernière, Daniel Felipe Martinez, c'est un petit peu quand même le meilleur des autres, puisque Tadej Pogačar avait écrasé le Tour d'Italie, et que à l'époque où il était encore l'année dernière, il était déjà chez Red Bull Bora l'année dernière pour sa première saison. Il fait 2e du Tour d'Italie, et il sera en lieutenant de Primož Roglič. Bon, on verra après avec la suite de la course. Le petit Giulio Pellizzari aussi, très intéressant en montagne. Il a autour de lui, Primož Roglič, une équipe au top. C'est un gars qui est capable de gérer les 3 semaines. Il l'a déjà montré maintes et maintes fois. Donc on ne peut pas ne pas le mettre en favori. Et puis après, Juan Ayuso, oui, on l'attend sur 3 semaines en tant que leader. On l'a déjà vu un petit peu sur le Tour d'Espagne, où il fait déjà, il me semble, 4e et 3e d'un Tour d'Espagne, si je ne me trompe pas, pour Juan Ayuso. Il n'a jamais été en dehors du Tour d'Espagne leader de l'équipe, mais il montre cette année que dans ce marasme UAE, quand il n'y a pas Pogačar, il est quand même là pour la mettre au fond. Si on se récapitule un petit peu ce qu'il a fait depuis le début de saison, on va enlever la Faune Ardèche classique avec l'erreur d'aiguillage dans le final. Il remporte la Faune Drôme Ardèche le lendemain. Il remporte la Gaglia quelques jours après. Il remporte le Tirreno Adriatico avec une victoire d'étape. Et il fait 2e du Tour de Catalogne avec une victoire d'étape à la Molina, en étant renversé par Roglič lors de la dernière étape à Barcelone. Donc il est réellement aujourd'hui en position de remporter son premier grand tour maintenant, à voir comment ça va se passer, une gestion sur 3 semaines, et un Juan Ayuso, leader, comment il va gérer son équipe et imposer avec son caractère, parce qu'on sait que hors Pogačar, c'est un peu la guerre des égos aussi chez UAE. Ouais, exactement, mais tu as très bien résumé, j'ai pas grand chose à dire, à rajouter. C'est vrai que ça va être l'expérience de Roglič face à la jeunesse d'Ayuso, et le travail d'équipe du UAE, comment s'imposer dans cet effectif monstrueux, parce que quand même en termes d'ego, alors là on parle comme ça, mais je pense que les rôles sont bien définis à l'avance. Malgré tout, quand tu as avec toi McNulty, Vine et Yates, c'est 3 coureurs qui un jour aurait pu croire aussi à être leader dans un grand tour chez UAE, et voilà, ils le seront pas a priori sur ce. Alors Del Toro, je le mets pas dedans, parce que Del Toro il est encore jeune, tu vois, il est encore plus jeune qu'Ayuso, donc je le mettais un peu à part. Arrieta, c'est un peu pareil, qui déçoit un petit peu Arrieta par rapport à son potentiel annoncé quand il arrive chez UAE, même si c'est un bon coureur. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Moi je crois beaucoup aussi, voilà, comme je te disais, à Ciccone ou Landa, à Arensman aussi, qui a fait un très beau Tour des Alpes, à souligner également.
actuellement. Chez Ineos, même si chez Ineos, on a aussi Egan Bernal qui est là. C'est toujours pareil, le problème de Bernal, c'est à quel niveau, quoi. Même si son directeur sportif a commencé à dire qu'il l'avait jamais vu aussi en forme, je crois, ou en tout cas, qu'il était prêt. On se méfie toujours des déclarations comme ça qui servent parfois plus à rassurer le coureur que à lui mettre de pression, on va dire. Mais ouais, donc c'est à voir comment ça va se passer, parce que Arensman, pareil, il m'a fait très belle impression autour des Alpes, c'était il y a pas longtemps. Et voilà, donc Ciccone aussi qui me plaît beaucoup. Après, Roglic Ayuso, on est d'accord. Oui. Aujourd'hui, on va mettre le focus sur ces deux pour la victoire. À 2 étoiles derrière, c'est vrai que Ciccone, quand on voit la forme qu'il a montré ces dernières semaines avec notamment Liège-Bastogne-Liège, où Ciccone, il va faire 2e derrière Pogacar, donc ça valide sa préparation avec sa 4e place au Tour des Alpes, où il y a la victoire d'étape. Est-ce qu'il va encore balancer des lunettes dans le public au Giro? Ça, on verra. Ciccone il a déjà été meilleur grimpeur du Tour d'Italie et du Tour de France. Moi, j'attends qu'il passe un petit cap dans une start list du Giro, en dehors de Roglic et d'Ayuso, qui est quand même à sa portée pour être au moins sur le podium. Et pour le coup, il faut qu'il arrive à passer le cap. Il n'y a pas énormément de contre-la-montre non plus. Ça va jouer en faveur de Ciccone. Il va jouer placé. Il a une équipe autour de lui qui est quand même intéressante, avec Conrad pour l'accompagner, avec Carlos Verona, Mathias Vacek, à voir aussi un petit peu comment il va se débrouiller en montagne pour l'accompagner un petit peu, même s'il y aura Mats Pedersen. Alors en fait voilà, il y aura 2 blocs, la Lidl Trek avec Ciccone et Mats Pedersen. Est-ce qu'il est là pour jouer le général ou seulement pour jouer des coups d'éclat? Je pense quand même qu'il va être là pour jouer une partie du général quand même, non? Oui, bien sûr, oui. Non, t'envoies pas de Ciccone pour faire les étapes sur le Giro, sachant la préparation qu'il a faite. Ce serait dommage, franchement, par rapport à sa préparation, de l'envoyer pour faire les étapes. Alors, il en gagnerait, c'est sûr. Et puis, normalement, la course sera sur le poids, le poids de la course sera sur les épaules des Red Bull Bora et des UAE, donc il n'y a pas besoin d'une énorme équipe, pour gérer la course avec la Lidl Trek. Donc Ciccone est bien placé. Mikel Landa, par contre, on va se dire que le poids de la course n'est pas sur eux, parce que autour de lui, c'est pas fameux. Il y aura les cartes au sprint avec, on en parlera, de Paul Magny notamment. Il y a James Knox qui peut l'accompagner un petit peu. James Knox, un peu de Mattia Cataneo aussi, Garofoli, je crois, un petit peu, mais bon, c'est pas fameux non plus. Et c'est vrai que derrière, il y a quand même une flopée de coureurs qui sont là, à 1 étoile derrière. On parlait d'Egan Bernal. Moi, j'aurais mis Carapace plus haut. Carapace, quand même, je pense que tu peux le mettre avec les 2 étoiles, non? Par rapport à son expérience. Moi, je l'ai mis à 1 étoile parce que franchement, il me fait pas une énorme impression cette saison. C'est, un ancien vainqueur du Tour d'Italie. C'était en 2019 pour Richard Carapace, mais cette saison, il fait 10e en Catalogne, 18e à Tirreno, 9e au Tour des Alpes. Il fait pas une super saison. Il est loin des standards. L'année dernière, il fait 4e au Tour d'Espagne sans faire une énorme impression après avoir fait meilleur grimpeur du Tour de France. Moi, il me fait pas. Il m'inquiète un petit peu cette année, Richard Carapace. Donc. Il n'avait pas fait non plus un gros début de saison l'année dernière. Je regardais un petit peu ce qu'il avait fait. Alors après, est-ce que c'est aussi un coureur qui prépare bien ses objectifs? Il y a ça aussi à voir à ce niveau-là aussi, parce que il fait 4e de la Vuelta l'année dernière. Il en fait un contrat en fin d'année, faut le rappeler aussi. En plus, ça c'est vrai. Alors, je ne sais pas si ça joue pour lui, parce que Carapace, je pense qu'il n'aura pas trop de grosses difficultés à trouver une équipe l'année prochaine. Mais moi, je trouve que Carapace, en fait, il a ce truc des grands tours. En fait, c'est un coureur expérimenté. Il sait comment faire. Je le verrais quand même plus haut, parce que Carapace, malgré tout, quand tu vois la start list du Giro cette année, si tu mets Ciccone, Arensman, Landa, je trouve qu'il a sa place dans ces 2 étoiles. Je dis pas qu'il va gagner le Giro, mais en tout cas qu'il soit dans le top 5. Moi, c'est à la forme que je le mets en 1 étoile. C'est à la forme. Attention, parce qu'à une époque, rappelle-toi, il est coureur. Alors, il est un peu de l'ancienne école, Carapace. Je suis pas sûr que ce soit le coureur, tu sais, qui a une préparation très stricte et qui veut participer à telle ou telle course pour les gagner. Je pense qu'il est plus en mode préparation. C'est un peu plus à l'ancienne. Tu te rappelles, quand à l'époque, il faisait 4-5 courses, tu faisais pas des gros résultats, mais tu arrivais au Tour de France ou au Giro avec le couteau entre les dents, puis tu faisais un top 5. Donc, moi, je me méfie toujours. C'est comme ça, et il a quand même une équipe assez correcte à ses côtés. Quand tu as un Cepeda avec toi, tu as James Shaw, tu as Steinhauser, Hugh Cartier aussi, c'est quand même très correct pour une équipe IF. Et pour appuyer ton propos, lorsqu'il remporte le Tour d'Italie en 2019 sous le maillot de la Movistar, auparavant, il fait pas une énorme saison, il fait 26e en Catalogne, 20e à Tirreno. Il avait remporté le Tour des Asturies quelques jours avant le départ du Giro, mais sur les courses préparatoires World Tour, Tirreno, Catalogne, il avait été assez loin quand même, donc.
À suivre quand même Richard Carapace dans les 1 étoile, et je vais citer quelques noms quand même de coureurs parce qu'il y a quand même un plateau d'outsiders qui est assez important et assez intéressant. Donc on a parlé d'Egan Bernal à suivre quand même, lui ancien vainqueur du Giro. La paire Jay Hindley, Daniel Felipe Martinez derrière Primoz Roglic, parce que même en roulant pour Primoz Roglic, ces gars-là sont quand même capables d'accrocher un top 10. Antonio Tiberi, alors j'ai mis en 1 étoile parce que c'est pas un des gros noms quand même, mais Antonio Tiberi il tourne autour du top 5 depuis quelques années, et l'année dernière, si on se souvient, il fait quand même 5e du Tour d'Italie, donc on va l'attendre à confirmation, lui qui a de bonnes capacités aussi en contre-la-montre. Tiberi avec Bilbao aussi chez Bahreïn. Richard Carapace, on vient d'en parler. Il y a David Gaudu, on parlera des Français tout à l'heure, mais David Gaudu, il n'est pas trop en forme ces derniers temps. Non. Mais on l'attendait pas sur le Tour d'Espagne, et il fait quand même une belle place en étant 6e, il me semble, en septembre dernier. Derek G qui a fait 9e du Tour de France l'année dernière. Romain Bardet pour sa dernière course par étape de 3 semaines. Les frères Yates, Fortunato et Storer quand même. Pour ces ces coureurs qui seront là pour le général, on va dire 1 étoile, on entre top 5, top 10. Moi, je mettrais Bardet et Storer dans mes un peu coup de cœur. Alors, Bardet, on sait qu'il a sa blessure en début de saison, mais je trouve qu'il a revenu à un assez bon niveau en plus. Mais il est revenu à un bon niveau aussi au Tour des Alpes. Et encore une fois, par rapport à ce Tour des Alpes, qui donne un peu idée de la condition. Alors, il faudra voir si c'est pas trop fort, trop vite. Mais Michael Storer, il nous a fait un Tour des Alpes hallucinant. Et Michael Storer, on l'attend. Enfin, on attendait Mark Hirschi chez Tudor pendant le printemps. Là, on va attendre Michael Storer, qui a fait donc vainqueur du Tour des Alpes et 5e de Paris-Nice depuis le début de saison. Et puis il serait bien accompagné, attention, il a quand même un Yanis Voisard avec lui, Marco Brenner aussi, l'Allemand. Ouais. Donc Larry Warbasse aussi en équipier un peu en montagne. Donc non, ils ont une équipe très correcte pour accompagner Storer. Voilà, moi franchement, je suis assez optimiste pour un top 10 pour Michael Storer, en tout cas top 15, facile, top 10, j'y crois. Bon, voilà, pour les favoris, on donnera nos pronostics après. Oui, pas de souci. Bon, les Français, on en parle un petit peu. Il n'y a pas énormément de Français au départ de ce Tour d'Italie. Il y a Bardet. Alors, il y en a 14. Ça tombe bien, je vais pouvoir te les citer, les 14. Il y a Paul Magny. On va le faire, je suis sur Pro Cycling Stats, on va le faire dans l'ordre d'âge, du plus jeune au plus vieux. Le plus jeune, c'est Paul Magny, 21 ans. Et oui, au départ de ce Tour d'Italie. Il y a aussi Pierre-Thierry d'Arkea BNB Hotel, 21 ans et quelques jours, bientôt 22 ans. Enzo Paleni, Clément, David, Nicolas de Beaumarchais, Simon Guglielmi, Nicolas Prodhomme, David Gaudu, Dorian Godon, Rémi Rochat, Geoffrey Bouchard, Quentin Paché, Anthony Pérez et Romain Bardet, le plus vieux français au départ de ce Tour d'Italie. 14 Français, qu'est-ce qu'on peut espérer, FP? Victoire d'étape, déjà, je pense qu'il y a de la matière. Tu citais notamment, moi j'aime bien beaucoup Dorian Godon, donc je pense que Nicolas Prodhomme aussi, et Geoffrey Bouchard, un peu touché de décathlon, mais je trouve que c'est les 3 coureurs français que je peux voir vainqueurs d'étape. David Gaudu ou Rémi Rochas, c'est un peu ou Quentin Paché également, c'est dans mes Groupama FDJ les 3 que je peux voir aussi en échappée pour une victoire d'étape. David Gaudu qui certes a dit qu'il jouait le général pour le Giro, vu sa forme sur le Romandie, vu ce qu'il a dit aussi en disant qu'il passerait 10 jours compliqués sur ce Giro. Hormis une grosse échappée, d'un retour tonitruant, l'avantage c'est vrai que la montagne arrive en 3e semaine. J'attends de voir il a quand même dit, même si je perds 2-3 minutes dans la première semaine, c'est pas grave, parce que derrière ça va jouer à coup de minutes dans la montagne en dernière semaine. C'est ça, exactement, il a pas tort. Après, à voir, vraiment je suis curieux de voir la gestion de son Giro, mais on va plus miser sur un David Gaudu, peut-être chasseur d'étape. Romain Bardet, c'est vrai que c'est la meilleure chance au général, et puis on a aussi Paul Magny évidemment pour les victoires d'étape. Alors attention, Paul Magny, certes il a fait un très bon début de saison, un printemps plus compliqué, beaucoup de chutes, donc on sait qu'il est là aussi pour apprendre. On va voir, est-ce qu'il va pouvoir gratter une étape ou au contraire continuer d'apprendre les grands tours, comment gérer un grand tour de 3 semaines. Voilà, j'attends ça de Paul Magny. Et ouais, globalement, c'est un petit peu tout. Alors c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent côté français, mais en revanche, côté équipe française, il y a aussi un coureur je peux faire le parallèle avec les sprints dont on va parler maintenant. C'est un coureur auquel je crois beaucoup et je pense qu'il va être peut-être la révélation de ce Giro au sprint, c'est Milan Fretin. Alors, juste ces sprinteurs, on va en parler juste après. Je voudrais te poser 2 questions. La première sur Romain Bardet. Qu'est-ce qu'il va nous faire pour son dernier grand tour? Est-ce qu'il va la jouer à la Thibaut Pinot pour son dernier Giro? Il avait fait
5e, ou est-ce qu'il va peut-être se muer en chasseur d'étape et pourquoi pas ramener un maillot de meilleur grimpeur à la fin? Bon, Romain Bardet, il l'a un peu annoncé, il a dit que pour l'instant il était co-leader avec Max Poul, donc à voir comment il va gérer ça. Je pense que ça va vite se voir la première semaine, ou voilà, en tout cas les 2 premières semaines. Certes, il y a des chronos, mais Romain Bardet, voilà, je pense qu'il va profiter, il va voir comment il est placé au général et selon il va jouer les étapes ou non. Il est suffisamment intelligent, il a suffisamment d'expérience pour s'adapter. Moi, je pense qu'il va jouer le général parce que je pense qu'il peut encore le jouer. Le top 5 serait exceptionnel vu l'intensité du plateau. Je pense qu'il peut faire largement le top 10, il a le niveau. Après, voir comment il peut s'en sortir dans le reste. Je pense que malheureusement, voilà, à l'époque où on croyait à Bardet vainqueur du Giro, c'est fini malheureusement, je pense, ce temps-là. Mais ouais, je crois beaucoup en lui, en tout cas pour une belle place au général. Et puis pourquoi pas une victoire d'étape, ça peut jouer les deux. On reste quand même sur une énorme déception de Romain Bardet. C'était il y a 2 ans, 2023, où il abandonne alors qu'il est tellement bien placé au général. Ouais, puis c'était impressionnant. Je pense qu'on mange notre pain noir. J'espère que là, les prochains vont arriver, vont nous offrir des grosses victoires, parce que là, c'est vrai qu'entre Thibaut Pinot sur le Tour de France et Romain Bardet sur ce Giro, on a souffert, faut le dire. On attend Lenny Martinez, forcément. La deuxième réflexion que je me faisais, c'était sur la Soudal Quick Step avec Paul Magnier. Il n'y a pas que lui au sprint, en fait. Il y a aussi Luc Lamperti, c'est les 2 petites pépites au sprint à la Soudal Quick Step. Paul Magnier, les 2 ils s'entendent bien avec Luc Lamperti, donc ça va être sûrement, ils sont là pour apprendre, avec Mikel Landa qui joue le général, mais au sprint on va peut-être alterner les 2 pour les victoires d'étape. Oui, certainement. Puis il y a aussi Ethan Hayter également, donc à voir comment c'est géré. Je suis d'accord aussi, je trouve que Lamperti et Magnier ont toujours bien géré dans les courses où ils étaient tous les deux, savoir qui était le plus fort à quel moment. A priori, j'ai l'impression que Paul Magnier part avec une petite avance sur Luc Lamperti au niveau des décideurs de Quick Step, j'ai l'impression, vu les courses qu'on voit depuis le début de leur parcours chez Quick Step. Donc moi, si je mettais une pièce, je pense que Magnier serait le coureur protégé pour le sprint. Après, à voir comment il se sent, et au moins ils ont plusieurs cartes à jouer. Au pire, ils ont Hayter pour les étapes un peu plus vallonnées, un peu plus difficiles et qui se finissent au sprint, ou alors Luc Lamperti et Magnier pour les étapes de sprint classiques. Bon, on va le suivre. Donc pour le sprinter français, on a parlé des Français, on va passer au sprinter. Tu parlais de Milan Fretin à la Cofidis, que moi dans les sprinters j'ai mis en 1 étoile, 3-2, 1 étoile. Ah non, je suis pas d'accord, ça alors, j'ai mis en 1 étoile, mais tu vas me dire, j'ai mis déjà Mats Pedersen avec Wout van Aert. Alors la paire Van Aert-Koy au sprint, chez les sprinters en 3 étoiles. Ah c'est vrai, non, tu peux pas. Van Aert, en fait, je pense qu'il jouera pas les sprints, il va je sais pas ce qu'il va jouer, Wout van Aert, en fait, c'est un peu ça. Je sais pas ce qu'il va jouer. Est-ce qu'il va le faire comme à la Vuelta l'année dernière avant son abandon, où il nous claque quand même 3 étapes? Je sais pas, mais je pense pas. En fait, quand t'as Olaf Koy dans l'équipe, c'est difficile de se dire qu'il va rouler pour Van Aert. Moi, je pense que Van Aert va viser les étapes certainement. En chasseur d'étapes, il va en gagner quelques-unes certainement aussi, parce qu'il a quand même une bonne forme, je trouve. Mais il va rouler pour Olaf Koy. Pour les sprints, c'est Olaf Koy, le sprinter dédié de la Visma. Donc Olaf Koy, clairement, vu son niveau aussi cette saison, il est favori avec Mats Pedersen également. Tu as tout à fait raison, je trouve, en 3 étoiles. Mais ouais. Alors, en fait, je pouvais pas ne pas mettre Van Aert en dehors des 3 étoiles tellement. En ce moment, le sprint, c'est pas non plus son point fort ces dernières semaines quand même. Je sais, le placement, la manière de frotter. Le fait de frotter, au moins, Pedersen et Olaf Koy sont quand même les 2 gros noms. Alors, peut-être que je sous-estime Caden Groves que j'ai mis en 2 étoiles, peut-être. Non, je suis assez d'accord. Caden Groves, c'est quand même la catégorie en dessous. Moi, je trouve, malgré tout, c'est un super sprinter, faut pas dire le contraire. Mais Caden Groves, je le mets quand même en dessous de Pedersen et Koy pour l'instant. Mais Caden Groves, il rapporte quand même les classements par points des 2 dernières Vuelta. Oui, non, mais ça n'empêche pas que c'est un très bon coureur, mais il a le droit aussi d'être moins bon que Koy et Pedersen. Mais je suis d'accord, mais moi, je le mets derrière. En revanche, derrière Groves, je mets Fretin. Alors, et derrière Groves, tu mets Fretin. Moi, j'avais mis Moschetti aussi en 2 étoiles. Aussi, de la 36.5. Il peut se mettre au niveau, mais oui, il est au même niveau. Mais moi, Fretin, je pense qu'il a quand même quelque chose. C'est un sacré sprinter. Il prend une grosse. Il a bien évolué cette saison. J'ai bien regardé aussi ce qu'il avait fait la saison dernière. Il était déjà très intéressant, toujours placé, pas beaucoup de fois vainqueur. Je crois même aucune fois vainqueur. Mais il était très intéressant et cette année, il score et il est toujours très bien placé. Attention parce que Cofidis n'a pas un train super fort non plus. Alors certes, il y a Alexis Renard qui fait toujours un gros travail. Mais là, si je me trompe pas, Alexis Renard n'est pas là. Donc en plus, pour l'accompagner. Non, franchement. Donc il peut presque se débrouiller tout seul. Enfin, c'est un sprinter très véloce. Il peut partir de loin et tenir aussi. Alors certes, il n'a pas toujours eu des plateaux face à lui impressionnants, mais il a déjà eu quelques fois des gros sprinters. Donc Milan Fretin, je pense que il peut nous bluffer. Vraiment, c'est un coureur à suivre. Alors, l'équipe Cofidis au départ, il y a Fretin avec 2 beaux marchés, Jonathan Lastra, Sylvain Moniquet, Stefano Oldani, l'ancien de Alpecin de Koenig, Anthony Perez et Sergio Samitier
en plus de Yann Mas aussi. Donc pour cette équipe Cofidis, autour de Milan Fretin qui est annoncé comme le leader de la Cofidis, qui, alors l'année dernière, il avait remporté 2 victoires d'étape. C'était autour du Poitou-Charentes, à Niort, à côté de chez moi. Et puis au Touquet, sur la première étape des 4 jours de Dunkerque, le Grand Prix des Hauts-de-France. Tout à fait. Voilà. Et on se souvient en fait de Milan Fretin il y a 2-3 semaines avec sa victoire à la ronde du Limbourg, où c'est assez chaotique dans le final. Il arrive à se placer, il a une pointe de vitesse où il fait un sprint vraiment de costaud pour aller l'emporter. Tout son printemps, il a quand même tourné autour du pot. Alors on enlève Bruges de Panne où dans le final c'était cataclysmique avec des chutes de partout, mais il fait 4ème du Grand Prix de l'Escaut, 9ème à Brennan Coxide, 4ème à Noku-Rockers, il fait 4ème au Grand Prix Crique-Lyon, 5ème au Grand Prix Montserrat, et 10ème à Kurn-Bruxelles-Kurn. Il fait une victoire d'étape et 2ème du classement par points autour de l'Algarve. Enfin franchement c'est une belle année. Il remporte la classique Almeria. Alors oui, certes, tu peux me dire c'est pas des courses impressionnantes en tout cas, mais ouais, moi j'attends de voir vraiment ce qui vaut au très très haut niveau. Donc à nous lui de nous montrer maintenant. Regarde, le Tour d'Algarve, on est au mois de février, il me semble. Tour d'Algarve, ouais c'est ça. Il y a une victoire d'étape. Derrière lui, il y a Jordi Meus, Ghana, Deli, Girmay, Michels, Van Aert. Pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, Milan Fretin, on va le suivre à la Cofidis. Rapidement, en une étoile, les sprinters un peu à suivre. J'ai mis Martin Govekar, il me semble son prénom. Govekar de la Bahreïn Victorious. J'ai mis Sam Bennett, quand même, de la Decathlon AG2R, qui a retrouvé quelques petites jambes cette année. Ailleurs, il y a aussi Dorian Godon, donc on va suivre un petit peu au sprint à la Decathlon AG2R. Corbin Strong, la paire Magnier-Lamperti à la Soudal Quick-Step. Casper Van Huyden, la petite pépite du sprint chez Picnic Postedel, exactement. Casper Van Huyden qui a aussi Bramwelten pour l'emmener dans le final. Et puis j'ai mis Max Kanter parce que de toute façon chez Astana tu sais pas ce qui se passe cette année ça score dans tous les sens. Et puis alors c'est la petite carte outsider continentale italienne avec la Team Polti Visite Malta, Giovanni Lonardi qui est quand même un des top sprinters au niveau continental italien, qui est toujours placé dans les top 10 d'étape. Et voilà, Giovanni Lonardi, il sera toujours bien placé. À suivre un petit peu, on a fait le tour des sprinters, FP. Tout à fait. On a fait le tour des sprinters. Rapidement, les noms à suivre pour le classement du meilleur jeune. Forcément, Juan Ayuso. Alors j'ai mis Isaac Del Toro quand même, parce que on va voir dans les classements des meilleurs jeunes, on va les voir. Marco Brenner à la Tudor. Piganzoli, forcément, le petit Piganzoli, qui est dans quelle équipe maintenant? Piganzoli, si je me trompe pas, il a pas bougé encore. Il a pas bougé encore, je crois. Piganzoli, si je me trompe pas, il est toujours à la Polti Visite toujours Malta. À la Polti, oui, exactement. Mais il partira l'année prochaine. Voilà, exactement. Piganzoli qui est leader donc à la Polti. Max Poul, Marco Frigo, Antonio Tiberi, Giulio Pellizzari. Ça fait quand même quelques petits noms chez les jeunes. Oui, puis j'ai l'impression que depuis quelques années, on voit un peu les mêmes toujours. Hein. Giro, Piganzoli, Pellizzari. J'ai l'impression de les voir depuis 10 ans, les deux. C'est clair. Tiberi, voilà, tu as cité aussi Marco Brenner, évidemment, la Tudor, même si j'y crois un petit peu moins, mais oui, alors là, après Ayuso, a priori, s'il n'a pas de gros problèmes, Ayuso est l'ultra favori pour ce maillot de meilleur jeune quand même. Et étant donné qu'il est censé jouer la victoire au moins dans les 2-3 premières places, Juan Ayuso, normalement, il devrait pas être loin du maillot blanc. Ça va être dur à chercher, en tout cas. Oui. Bon, nos pronostics, on va terminer ce podcast présentation du Tour d'Italie sur nos pronostics. FP, je te demande de me donner le vainqueur final. Allez, on va dire le podium, le meilleur français et le meilleur coureur au classement par points. Alors le podium, moi je mettrais Roglic en 1, je mettrais... non, j'hésite entre mon 2 et 3 en fait là. Mais, je sais pas si tu veux mettre Ciccone en 2 et Ayuso en 3. C'est un peu ça, ouais. J'avais bien Landa aussi, mais bon. Allez, je te fais les 4, on va dire Roglic, Ciccone, Ayuso, Landa. Voilà, on va faire comme ça. Le meilleur sprinter, je dirais...
Allez, Olaf Koy me paraît quand même très très au-dessus des autres là qu'on a cités. Alors vainqueur du classement par points, c'est-à-dire que tu as les sprints massifs, mais tu as aussi les points que tu peux prendre par-ci par-là. Après Pedersen, bon allez, Pedersen, c'est vrai que tu m'as convaincu avec ton argument, tu as raison. Allez, Pedersen, maillot vert, c'est maillot vert. Oui, c'est le maillot bleu. Cyclamen, non, Cyclamen, pardon, excuse-moi, maillot violet, excuse-moi, oh là là, je fatigue. Mais maillot Cyclamen, tout à fait. En plus Arnaud Desmarques, il le remporte il y a pas longtemps. Aucune excuse. Oui, maillot tout à fait Cyclamen. Et puis c'était quoi l'autre après? C'était meilleur français au général. C'est pas difficile, je pense que Romain Bardet sera le meilleur français. Et toi? Alors, vainqueur final Primož Roglič, je pense que Ayuso va terminer deuxième et qu'à la troisième place, je ne sais pas du tout. Je vais te dire peut-être une. Alors j'ai m'étais mis en 2 étoiles Ciccone, Rensman et Landa, mais peut-être un Simon Yates troisième du général, puisque on va voir, accompagné peut-être d'un Wout van Aert en montagne, ça peut être intéressant. Grosse cote, mais bon, sinon j'aurais mis Roglič, Ayuso, Ciccone en 1 et 2 et 3, mais pour donner une grosse cote, je vais mettre Simon Yates. Donc à voir. Meilleur français, j'aurais envie de dire David Gaudu, mais bon, Romain Bardet, ouais, allez, quand même, Romain Bardet. Allez, on va dire Romain Bardet, je vais te suivre sur ça. Et meilleur sprinter, je serais à 2 doigts de mettre Wout van Aert pour le maillot Cyclamen, sauf que Pedersen va jouer le maillot sur les 3 semaines, contrairement à Van Aert, notamment dans les sprints massifs. Donc je vais dire quand même Mats Pedersen, maillot Cyclamen, de meilleur sprinter classement par points. C'est maillot Azzurro, non? C'est ça le maillot du meilleur grimpeur? Il me semble, ouais, tout à fait. Ouais. Je crois que c'est ça. Me trompe pas. Bon, on a fait le tour complet, FP, de ce Tour d'Italie. Vous avez toutes les clés en main pour le suivre maintenant pendant 3 semaines. Le parcours, les favoris, les sprinters, les jeunes, les français. Et ainsi que les petites actualités dernièrement. On va essayer de se retrouver au fur et à mesure des 3 semaines FP. On va voir ce qu'on peut faire. On va gérer aussi avec nos emplois du temps à côté. Ah oui, un tour de 3 semaines, c'est toujours exigeant même pour nous, d'autant plus quand on travaille aujourd'hui, mais on va faire tout pour. FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à toi Guillaume, et puis merci à tous de nous suivre, évidemment toujours aussi nombreux sur les plateformes de téléchargement, sur Apple Podcast, sur YouTube, etc. C'est toujours plaisir et ça nous touche beaucoup. Ouais, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on se rapproche lentement mais sûrement des 1000 abonnés. Ça c'est top, merci beaucoup. Donc allez-y, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast, aidez-nous, référencez-nous aussi sur les plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify notamment, où on est très bien référencé, donc continuez un petit peu. Et puis c'est vrai que FP, tu parlais des chiffres, on est maintenant tous les mois à 10 000 auditeurs, à plus de 10 000 auditeurs largement, donc c'est vraiment une barre symbolique mais qui fait vraiment plaisir. Ah oui, quand on a commencé il y a 5 ans, on s'imaginait loin d'arriver à ce chiffre. Oui, exactement. Et c'est pas fini. Allez, ciao à tutti, bon Giro d'Italia et à très bientôt. Ciao. Ciao.